Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle croisière qui aura lieu en Patagonie du 4 au 11 mars 2027. Alors la Patagonie, c'est un pays absolument, c'est une région absolument extraordinaire et cette croisière vous est proposée par Les Voyages de Sophie qui a conçu sur mesure un itinéraire pour vous aider à découvrir cette région du bout du monde tout à fait exceptionnelle. Voilà quelques-uns des paysages que vous verrez au cours de cette croisière, mais ça n'est rien du tout par rapport à la réalité. Faites-moi confiance. Alors, Les Voyages de Sophie, c'est une entreprise de voyage, une agence qui a été créée par Sophie Vives-Sapi, dont elle est à la fois la directrice et la fondatrice, qui s'est fixée pour objectif d'accompagner des voyages de luxe à travers le monde avec une philosophie qui est assez simple en fait. C'est une équipe dédiée et surtout de la gastronomie. Donc l'équipe dédiée, la voilà, vous la retrouverez en Patagonie. C'est Sandrine, Séverine et puis une directrice de croisière, Vanessa, que vous voyez ici à droite. Ces personnes seront complètement à votre disposition sur le bateau pour vous accompagner au cours de votre voyage. Sandrine, vous la connaissez sans doute parce que c'est elle qui vous accompagnera, qui vous recevra au téléphone et qui vous guidera vers les choix de les options de votre voyage au cours de cette croisière. Alors, la marque de fabrique véritable des voyages de Sophie, c'est la gastronomie. C'est vraiment le point fort de ces voyages. Et Sophie Vives-Sapi a réussi à réunir une brigade de chefs absolument exceptionnelle qui est dirigé, comme on voit ici au centre, par Michel Roth, qui est un des chefs français les plus primés. Il est étoilé, il est Bocuse d'Or, etc. Et il est accompagné de nombreux meilleurs ouvriers de France qu'on reconnaît à leur col tricolore. Alors, grâce à eux, chaque repas gastronomique à bord est une véritable fête. Alors, il n'y a pas des repas gastronomiques tous les jours, il y en a néanmoins plusieurs qui vous permettent d'avoir une appréciation très particulière du voyage. Et même quand on est au bout du monde, même ici en Patagonie, bah, vous aurez l'occasion de goûter cette cuisine absolument remarquable, de gastronomie de très haut vol. Évidemment, pas de bon repas sans bon dessert. Et c'est un autre chef, également meilleur ouvrier de France, champion du monde de pâtisserie, Philippe Rigolo, qui confectionnera pour vous des desserts au cours de ces dîners, ces repas gastronomiques. Donc encore une fois, une occasion extraordinaire de prendre des repas d'exception dans un univers vraiment au bout du monde, puisqu'on sera encore une fois en Patagonie. Alors, indépendamment de la cuisine, l'équipe des Voyages de Sophie, c'est également de l'animation avec un chanteur très talentueux, Nicolas Darmagnac, qui a vraiment un talent fou, qui ferait danser des gens à peu près n'importe où. Il a un sens de la communication, du rythme, de l'ambiance tout à fait personnel et qui fonctionne très très bien. Et puis il y aura également Larsen, le magicien dont tout le monde parle en ce moment, très doué, vous serez complètement émerveillé par les tours de magie, émerveillé et énervé dans certains cas, par les tours de magie qu'il va vous faire. Il est très très doué. Et puis je vous accompagnerai comme conférencier, j'aurai la chance de vous accompagner, de faire ce voyage, de faire plusieurs conférences au cours de cette croisière consacré à la nature et aux hommes, au pays tout entier du reste et aux gens qui l'ont habité. C'est vraiment une occasion pour moi très appréciable de faire des conférences dans un univers qui m'est particulièrement cher. Et puis, il y a également des invités. C'est là aussi, les voyages de Sophie ont à cœur de faire accompagner chaque voyage avec des invités de marque. Et là, nous aurons deux invités particuliers. À gauche, Marc-Olivier Point, qui est un pianiste de l'extrême, si vous voulez, un pianiste jeune, très talentueux, qui a accompagné beaucoup de chanteurs et de chanteuses, notamment d'art lyrique. Et parmi ses derniers exploits, il a porté son piano au sommet du Kilimandjaro où il a fait un concert. Voilà, pour vous donner une idée. Et puis à droite, vous connaissez probablement Sandrine Saroche, qui est une humoriste, qui a un talent incroyable également, qui a une pêche formidable, qui met de l'ambiance absolument partout, qui a une énergie phénoménale, un sens de la répartie inouï, et même quand elle n'est pas au mieux de sa forme, comme on a vu récemment malheureusement, elle a encore le goût de la communication, le goût d'aller au-devant des gens et de les faire battre des mains. Donc c'est vraiment une très bonne occasion de passer un moment agréable avec ces artistes. Alors, tous ces gens-là, l'équipe, les chefs, l'accompagnement, les artistes, vous les retrouverez pardon, sur ce bateau, Stella Australis, qui est un petit bateau qui a été conçu spécialement pour naviguer dans les canaux chiliens. Alors, les canaux chiliens sont parfois assez étroits,
Et pour se faufiler dans ces canaux, eh ben, il faut un bateau qui ne soit pas trop important. Et c'est le cas de Stella Australis. Il est particulièrement adapté également parce qu'il bat pavillon chilien et que du coup, eh bien, il n'a pas besoin de remplir des formalités administratives très poussées pour aller dans des endroits qui sont théoriquement réservés uniquement aux navires chiliens nationaux. Donc c'est vraiment, encore une fois, une façon très simple, très souple de naviguer dans la région. C'est un bateau de petite dimension qui a un fond relativement plat, un faible tirant d'eau, et donc qui se rend dans des baies assez abritées, où il y a peu de profondeur. Et donc c'est vraiment un bateau parfait pour l'expédition. L'idée, c'est vraiment d'aller au plus près de la nature, au plus près des glaciers, et de pouvoir découvrir de très près donc ces paysages merveilleux. Alors, le bateau est très ouvert, notamment dans la partie supérieure. Il y a beaucoup de ponts qui permettent de profiter du spectacle parce que la nature, évidemment, c'est le clou du spectacle en Patagonie. C'est pas à l'intérieur que ça se passe, c'est à l'extérieur. Et on invite vraiment les passagers à se couvrir et à aller sur les ponts quand ils peuvent pour profiter du spectacle. Mais dans la plupart du temps également, ils pourront rester à l'intérieur. L'intérieur est bien chauffé en revanche. Alors, c'est des salons très cosy. Voilà le salon qui se trouve à l'avant. Et puis il y a toute une série de salons qui se communiquent les uns les autres avec des ambiances un petit peu différentes qui sont très agréables également et on se sent tout à fait à l'aise. Les voilà, avec du mobilier très confortable, des grands canapés en cuir, très cossus. Voilà encore une vue du salon, du lounge à l'avant du navire, avec une très belle vue sur l'avant du navire. Et des canapés confortables, encore une vue d'un salon. Et puis, en l'un d'entre eux se trouve le bar, qui est évidemment le centre névralgique du salon. Alors, le bar n'est pas ouvert toute la journée, il est ouvert à certaines heures seulement. Mais en dehors des heures d'ouverture du bar, il est ouvert jusqu'à très tard le soir. Il est ouvert jusqu'à minuit, je crois, chaque soir. Et en dehors des heures d'ouverture du bar, évidemment, on peut trouver à disposition une machine qui fait du thé et du café, et bien entendu, et des petites madeleines ou des petits cookies à grignoter. Donc, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, vous aurez de quoi boire une boisson chaude et de quoi grignoter. Dans le salon, il y a un coin qui est réservé également aux conférences. Donc, vous aurez une salle, un bout de salon qui sera organisé pour suivre les conférences. Et puis, vous aurez une salle à manger également. C'est dans cette salle à manger qu'auront lieu les repas gastronomiques dont je vous ai parlé. Et le reste du temps, vous aurez des repas qui seront servis avec de la cuisine essentiellement argentine ou chilienne. L'occasion de déguster également, de découvrir, pourquoi pas, les vins argentins ou chiliens qui sont si réputés aujourd'hui. Alors, après qu'on ait parlé de l'intérieur, des parties communes, publiques, parlons maintenant des parties privées. Voilà une des plus grandes cabines du bateau. Alors, il n'y a pas beaucoup de catégories de cabines. Aucune d'entre elles ne possède de balcon. En revanche, elle possède un truc qui est absolument phénoménal, c'est un mur vitré. C'est-à-dire que pratiquement du sol au plafond, il y a une gigantesque baie vitrée qui court sur le mur de votre cabine et qui vous donne l'impression, quand vous êtes dans votre lit, de dormir pratiquement dans les glaciers. De se réveiller dans ces conditions, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, il y a des lits doubles comme ici, ou deux lits séparés comme ici. Et là, c'est une plus petite cabine. C'est une cabine avec un sabord, un très grand sabord, mais néanmoins de plus petite dimension que dans la précédente. Et qu'elle soit avec un lit double, deux lits séparés, un grand sabord ou un petit sabord, toutes les cabines sont équipées d'une salle de bain complète, comme on voit ici à droite, avec une douche et du linge évidemment qui est changé régulièrement. C'est pas un bateau luxueux dans le sens traditionnel du terme, mais un bateau très confortable qui est encore une fois taillé pour l'expédition, parce que c'est un peu le but recherché dans un voyage comme celui-ci. Alors, c'est un voyage qui est accessible à tous. C'est pas un voyage où il y a énormément d'investissement physique, parce qu'à chaque escale, on va vous proposer un type d'excursion facile, modérée ou plus engagée. Et en fonction de votre choix, vous pourrez suivre l'une ou l'autre de ces excursions sans difficulté particulière. L'intérêt également, c'est que tous les débarquements se feront en Zodiac, mais à pied sec. Vous n'avez pas besoin de porter des bottes, de pantalons imperméables. Le Zodiac atterrit directement sur la plage et vous pourrez descendre du Zodiac sans vous mouiller les pieds. Dans chaque Zodiac, il y a un naturaliste, parce que évidemment le bateau est accompagné de naturalistes francophones. Et donc vous aurez des naturalistes qui vous expliqueront tout sur la faune, la flore, les glaciers, les oiseaux, les mammifères marins, etc. Et ils vous accompagneront également en Zodiac. Comme Stella Australis est un petit bateau, tous les Zodiacs peuvent être mis à l'eau en même temps et tous les passagers peuvent descendre à terre ou
se balader en même temps. Certains choisiront une excursion en Zodiac, d'autres une excursion à pied, facile, plus compliquée, auprès des glaciers ou dans les montagnes, dans les collines environnantes. Donc c'est vraiment un bateau très adapté au type d'activités qui sont prévues. Bon, voilà une arrivée de Zodiac sur une région, une petite plage de Terre de Feu. Et on va maintenant parler du voyage proprement dit. Alors, le voyage commence à Santiago du Chili, qui est la capitale du Chili, qui est à 13 heures d'avion de Paris. Alors, ça paraît un petit peu loin comme ça. En fait, c'est un vol qui est très simple, parce que c'est un vol direct, un vol de nuit. Donc, on arrive le lendemain matin à Santiago, et pour peu qu'on ait un peu dormi dans l'avion, on ne sera pas du tout dérangé par le décalage horaire, ni par le vol. Santiago, c'est une très très jolie ville, très vivante, très animée également. Elle est intéressante parce qu'elle est construite entre deux chaînes de montagnes, la chaîne de la cordillère de la Côte et la cordillère des Andes qu'on voit ici à l'arrière-plan. Donc c'est une ville tout à fait étonnante du point de vue de sa situation. C'est une ville également très animée avec beaucoup de souvenirs de l'époque coloniale, comme la cathédrale qu'on voit ici ou la place d'Armes qu'on voit là, par exemple, comme le vieux marché traditionnel qu'on voit ici. Alors aujourd'hui, l'alimentation se trouve à l'extérieur du marché et l'intérieur, il y a plutôt des cafés, des bistrots, des restaurants plus ou moins animés qui donnent une ambiance tout à fait particulière à cet endroit. Et puis, la ville tout entière est très agréable. Elle a ce qu'on appelle la buena onda, la bonne ambiance, typiquement latino-américaine. Alors, vous verrez à Santiago les principaux monuments. Vous irez voir, par exemple, le palais de la Moneda, où l'ancien président Allende s'est donné la mort. Vous verrez tous ces monuments un peu, comment dire, iconiques pour nous, Européens. Et puis vous verrez l'ensemble de la ville, tout simplement. Vous irez vraisemblablement à un moment ou à un autre voir le musée d'art précolombien, qui est un des musées les plus intéressants, à mon avis, d'Amérique latine, parce qu'il regroupe non seulement des œuvres qui viennent de la région de Santiago, mais de tout le Chili. Et le Chili est un long, très très long pays, du nord au sud, près de 3000 kilomètres, et on trouve des sites archéologiques à peu près partout. Là, vous avez la salle qui est consacrée au trésor de l'île de Pâques, et on voit donc à Santiago des totems comme ceux qu'on voit ici qui proviennent de l'île de Pâques. Alors, avant de commencer la croisière proprement dite, les voyages de Sophie vous proposent un pré-tour, c'est-à-dire un séjour de 2 jours et une nuit ou 3 jours et 2 nuits, je ne me rappelle plus exactement, qui vous conduiront de Santiago à Puerto Natales. Alors, Puerto Natales, ça se trouve tout à fait au sud du pays. C'est vraiment, on est en pleine Patagonie chilienne. Mais l'intérêt de ce pré-tour, c'est de vous faire découvrir quelque chose qui est absolument invisible de la mer. Donc, on ne pourrait pas y aller avec une escale en bateau. C'est le parc national de Torres del Paine. Et c'est probablement la région la plus belle de toute la Patagonie chilienne, accessible uniquement par la terre. On n'est pas très loin de la frontière avec l'Argentine. Et on est vraiment au cœur, enfin, regardez ces paysages tout à fait phénoménaux, on est vraiment au cœur de la Patagonie continentale. Alors là, on a vraiment l'impression qu'on est dans un décor de Greystoke hein, ou de Jurassic Park, avec ces montagnes très élevées. On est à plus de 2000 mètres quand même à Torres del Paine. Puis vous verrez également au parc Torres del Paine des grands glaciers qui descendent non pas vers la mer, mais vers des lacs qui descendent de la cordillère des Andes qui est juste à côté. Et ces glaciers sont alimentés en permanence par un gigantesque champ de glace qui repousse la langue glaciaire à mesure. Donc c'est vraiment des paysages phénoménaux qu'il faut absolument découvrir. Et puis vous serez logé dans un monument extraordinaire. C'est un ancien site industriel transformé en monument historique maintenant, et puis en hôtel, où vous séjournerez. Donc, dans un site tout à fait épatant. Vous voyez qu'on est au bord d'un fjord qui est relié à l'océan Pacifique, avec à l'arrière-plan la chaîne de la Cordillère des Andes. Donc, tout à fait sensationnel. Ça, c'est pour les gens qui font le pré-tour. Pour les autres, eh bien, on se rendra directement de Santiago à Punta Arenas en 3 heures de vol, et c'est là qu'on va embarquer sur le bateau. Alors j'aurais peut-être dû en parler pour commencer. Le bateau est entièrement privatisé, c'est-à-dire que c'est uniquement des passagers français du groupe Les Voyages de Sophie qui voyageront sur le bateau. Donc il y aura aucun autre passager que ceux qui font le voyage avec nous. Donc on sera tous ensemble avec l'équipe sur le bateau jusqu'à Punta Arenas. Alors voilà les escales de la croisière. J'ai marqué délibérément
les points les plus intéressants, Punta Arenas, le point de départ, et Ushuaia, le point d'arrivée. Les petits points rouges, vous voyez, sont répartis ensuite un petit peu partout, essentiellement autour de la côte occidentale et sud-ouest de la grande île de Terre de Feu. Et puis, il y en a également deux qui sont le long du détroit de Magellan. Punta Arenas elle-même, la ville elle-même, se trouve sur le détroit de Magellan. Et vous voyez que ça fait une sorte d'angle droit et un coude qui remonte. Là, il y a encore une puce rouge. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, une croisière qui a pour vocation vraiment de vous faire voir l'ensemble de la Patagonie maritime chilienne et argentine en mélangeant les objectifs touristiques. Normalement, quand on fait une croisière comme ça en Patagonie, on voit essentiellement des glaciers de mer. Avec un peu de chance, on va voir des manchots, mais c'est à peu près tout. Là, délibérément, ce circuit a été vraiment taillé sur mesure pour les voyages de Sophie. Il a été confectionné exprès pour les voyages de Sophie. Il est plus long que la plupart des voyages qui sont organisés par la compagnie Australis. Il est sensiblement plus long. Et du coup, on a voulu délibérément mélanger les différents objectifs touristiques. Vous allez voir des glaciers de mer, mais vous verrez également des manchots, vous verrez également des mammifères marins, vous verrez des oiseaux, vous verrez des forêts patagoniennes, vous verrez aussi des sites où habitaient où habitaient à l'origine, avant l'arrivée des colons, où habitaient les peuples premiers de la région. Donc c'est vraiment un voyage à la fois vers la nature, vers les hommes, auquel cette croisière vous invite. Et puis on ira voir également tout à fait en bas de l'image le phare du Cap Horn. Alors, on va commencer par Punta Arenas, qui est la capitale du détroit de Magellan. Elle est située au bord de ce détroit qui a été découvert donc dans les années 1520 par notre navigateur Magellan. Et c'est devenu une ville très importante avant que soit percé le canal de Panama, parce que pour se rendre d'un océan à l'autre, les bateaux devaient naturellement franchir le détroit de Magellan. Et donc la ville a grandi, elle est devenue une ville importante pour les armateurs, les négociants, les commerçants. Et tous les gens qui vivaient du commerce du bateau, que ce soit le commerce du charbon, le commerce des vivres, la réparation des horloges de bord, etc., etc. Et puis avec le temps, des colons sont arrivés en assez grand nombre, venant beaucoup de Suisse, d'Allemagne, de Croatie, d'Italie également. Et ces colons ont acquis de gigantesques domaines agricoles dans l'arrière-pays. Et ils ont fait des élevages de moutons qui sont très importants encore aujourd'hui. Ils ont accumulé des fortunes absolument considérables. Et ils ont fait construire à Punta Arenas des petits palais qui sont tout à fait remarquables et qui évoquent une grande ville, alors qu'on est vraiment au bout du monde, dans une toute petite ville de rien du tout. Regardez ce palais, par exemple, c'est la maison de Sarah Brown, qui est une ancienne, euh, un colon, une descendante de colons d'origine suisse et allemande qui s'est installée à Punta Arenas, qui a acquis de gigantesques terres dans la région et qui a bâti une grande fortune avec le commerce et l'élevage du mouton. Voilà. Donc le palais de Sarah Brown que vous avez sous les yeux est assez intéressant. Mais évidemment, au centre de la place principale de Punta Arenas, à tout seigneur, tout honneur, vous verrez la statue de Magellan avec à ses pieds la statue de El Indio, l'Indien. Et l'Indien montre son pied. Vous voyez que le doigt de pied, enfin l'extrémité du pied de l'Indien a été complètement dépouillée de sa patine. Le bronze est complètement à nu, tout brillant, tout doré. Pour une raison très simple, c'est que si vous touchez le doigt de pied de l'Indien, de la statue de Magellan, vous aurez une chance de retourner à Punta Arenas. Alors, après une nuit de navigation, et après cette escale à Punta Arenas, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet en attaquant directement la Terre de Feu par son milieu avec deux escales intéressantes à la baie de Jackson et au fjord de Paris. Alors ce sont deux arrêts tout à fait passionnants parce que là, on va vraiment prendre la mesure de ce qu'est la Patagonie réelle. Alors il faut imaginer, malheureusement, les photos restituent mal cette ambiance. C'est pour ça que j'espère que vous aurez l'occasion de faire ce voyage parce que il faut imaginer le silence absolu, il faut imaginer la pureté de l'air. L'air est absolument d'une pureté incroyable, il n'y a pas de pollution du tout, il n'y a pas d'habitants, il n'y a rien du tout, c'est complètement vide. Et donc, c'est un endroit où on se déconnecte complètement du quotidien et on peut vraiment en profiter pleinement. Il faut imaginer là, par exemple, le bruit des glaçons qui viennent teinter contre la coque du bateau, un peu comme des glaçons dans un verre de whisky, par exemple. C'est tout à fait spectaculaire. Bon, ça, c'est le fjord de Paris, donc. Au fond, voilà, encore
un détail. Et on aura l'occasion d'aller à terre à cet endroit-là et de faire des excursions qui nous permettent d'accéder le plus près possible du glacier, soit tout simplement de faire des balades au bord du fjord dans les environs. Alors, la seconde escale est prévue dans la même région proche, hein. C'est une sorte de petit diverticule du détroit de Magellan, ça s'appelle la baie Ainsworth et les îlots de Tucker. On va commencer par les îlots de Tucker. Les îlots de Tucker, c'est des îlots dans lesquels viennent nicher année après année des colonies de manchots. Donc, on peut s'approcher, comme on voit ici sur la photo. Le bateau s'approche considérablement des manchots. Comme ils redoutent pas les hommes, ils n'ont pas de prédateurs parmi nous, eh ben, ils sont assez familiers et on peut les voir de très très près. C'est vraiment spectaculaire. Et dans la baie Ainsworth, par contre, on fait des grandes balades. Regardez, c'est tout à fait étonnant, hein, ce décor très déchiqueté de montagnes de la cordillère de Darwin, avec des balades qu'on peut faire, avec des difficultés plus ou moins importantes, très faciles ici quand on est juste à terre, un peu plus engagées comme ici quand on a un dénivelé important. Dans tous les cas, vous êtes accompagné par des naturalistes qui vous ouvriront le chemin, qui vous guideront et qui vous aideront à retrouver votre chemin, qui vous attendront bien entendu et qui vous montreront le cas échéant des oiseaux, des fleurs, des mousses, des rochers, etc., qui vous permettront de mieux comprendre également votre environnement. Alors après ces deux escales très patagoniennes, hein, avec beaucoup de glaciers, nous emprunterons de nouveau le détroit de Magellan en remontant cette fois-ci vers le nord-ouest, et nous allons nous arrêter à l'île Charles III, Carlos III. L'île Carlos III, elle est située au milieu de la réserve naturelle Francisco Coloane. Et c'est une réserve naturelle marine qui a été créée il y a quelques années et qui est très importante parce que c'est devenu un sanctuaire cette fois-ci pour les mammifères marins. On a donc de grandes chances de découvrir à un moment ou à un autre soit des baleines à bosse, soit des grands rorquals, parce qu'ils viennent très nombreux se nourrir dans les eaux poissonneuses du détroit de Magellan, froides et poissonneuses du détroit de Magellan. Donc avec un peu de chance, on verra l'un ou l'autre de ces cétacés tout à fait phénoménaux. Et dans cet univers, loin de tout, avec ces montagnes nues couvertes de neige, je vous assure que c'est un souvenir que vous garderez pendant très très longtemps. On va retourner cette fois-ci dans la grande île de Terre de Feu. Et là, on va rentrer dans un parc naturel protégé, donc, qui est le parc Alberto de Agostini. Et vous y verrez deux glaciers très importants, le glacier Aguila et le glacier Navarro. L'occasion donc de voir de très près des glaciers de mer. Alors voilà, en voilà un très très beau. On pourra s'approcher, il y a des excursions qui sont prévues à terre. On pourra s'approcher de la moraine de ce glacier, même du glacier lui-même, en étant prudent néanmoins. Voilà, tout à fait étonnant, hein, de ce spectacle. Vous entendrez les craquements du glacier, vous percevrez même le froid. Vous savez, comme quand on est devant un radiateur ou un feu, on ressent la chaleur, ben là, on ressent le froid qui passe du glacier. Tout à fait étonnant. Puis on en verra d'autres dans le parc Alberto de Agostini, comme celui-là, qui a commencé à fondre et qui se jette dans la mer sous la forme d'une gigantesque cascade. Alors, toujours le long de la côte sud de la grande île de Terre de Feu, nous irons voir le glacier Pia et enfin l'avenue des glaciers. Alors, le glacier Pia, c'est un glacier qui se trouve au fond d'une sorte d'impasse, de cul-de-sac, de fjord assez étroit, le voilà. Et il descend directement de la cordillère de Darwin. C'est un glacier qui est très actif. Et là aussi, on aura des balades prévues de chaque côté, enfin d'un côté ou de l'autre. On pourra se balader à pied, soit près du glacier, soit sur les côtes du fjord pour observer la faune, la flore des environs, dans un décor absolument phénoménal comme celui que vous avez sous les yeux. Et puis, on entrera ensuite dans l'avenue des Glaciers. L'avenue des Glaciers, c'est un tronçon du canal de Beagle qui doit son nom au fait qu'il y a de très nombreux glaciers qui sont répartis le long de ses côtes. Alors, le canal de Beagle lui-même, il doit son nom au navire d'océanographie qu'a emprunté le naturaliste Charles Darwin au XIXe siècle pour découvrir la région. Avec le commandant Fitzroy, c'est sur ce navire qu'il s'est baladé dans la région, qu'il a fait des relevés de la région et qu'il a vraiment découvert ce bras de mer qui, au sud du détroit de Magellan, relie les deux océans, le Pacifique et l'Atlantique. Alors, il est bordé, comme je viens de vous dire, par une série de glaciers
assez étonnants, comme celui qu'on voit ici, par exemple. Et chaque glacier porte le nom d'une nationalité, parce que c'est vraisemblablement un membre de ces un citoyen de ces pays qui a découvert ou qui a exploré ou qui a gravi le tout premier, ce glacier. Donc il y a un glacier Italie, il y a un glacier belge, il y a un glacier Romanche, il y a un glacier France, qui se succèdent le long de ce qu'on appelle l'avenue des glaciers. Alors, certains d'entre vous sont peut-être déjà allés en Norvège et ils se disent, mais dans le fond, quelle différence il y a avec la Norvège? Ben, en Norvège, aucun glacier n'est assez actif pour aller jusqu'à la mer, comme on voit ici. Il faut parfois prendre le bus et remonter assez loin dans les montagnes pour voir un petit résidu de glacier de rien du tout, dont il reste pas grand-chose. Là, au contraire, les glaciers sont complètement intacts. On est très au sud, il fait assez froid. Et donc, le glacier a conservé une partie de son activité. Il fait assez froid, j'ai un petit aparté à ce sujet. On est quand même dans l'été austral, c'est que dans la journée, la température peut monter à 10, 12, 15 degrés, parfois 18 degrés grand maximum. La nuit, il fait froid. En revanche, donc on a intérêt à bien se couvrir. Et puis, il ne fait pas toujours beau non plus. Là, je vous montre des glaciers, de l'avenue des glaciers, un jour où il fait beau. Voilà encore un autre aspect de l'avenue des glaciers, parce que le glacier a disparu, mais par contre, son eau de fonte rejoint la mer, comme on voit ici. C'est un décor qui évoque absolument le commencement du monde, hein. C'est étonnant. On pourrait tout à fait être dans Greystoke ou dans Jurassic Park, encore une fois. C'est l'avenue des glaciers dont je parlais il y a une seconde. Et quand il fait pas beau, comme c'est le cas ici, par exemple, le canal Beagle et l'avenue des glaciers sont enveloppés dans une espèce de brume un peu mystérieuse qui rend le décor tout à fait étonnant. Les sons sont ouatés. Tout est ouais, environné de mystère. J'arrive pas à trouver d'autres expressions et c'est tout à fait magique. Voilà par exemple un glacier qui sort de l'obscurité, qui sort probablement c'est assez nuageux et voilà il apparaît, il paraît presque phosphorescent tellement c'est particulier. Ce que mes images ne traduisent pas quand même, c'est le froid, c'est l'air froid qui frappe votre visage, c'est la pureté de l'air, c'est toutes ces choses-là qui sont, à mon avis, intraduisibles et qu'il faut absolument expérimenter pour de vrai, parce que c'est sensationnel, tout simplement. Alors, après ces épisodes glaciaires, nous irons ensuite à la baie de Woolaya, et là, on va quitter vraiment la zone des glaciers pour aller dans un endroit qui est un petit peu plus, qui paraît un petit peu plus accueillant, qui est une baie qui a été une région qui a été peuplée très très longuement par des peuples premiers. Avant l'arrivée des colons espagnols, il y avait des habitants dans cette région. Ça paraît incroyable parce que les conditions sont extrêmement extrêmes, enfin, sont très extrêmes. Et il fait un froid terrible. L'hiver, il fait très sombre, très froid, et on se demande vraiment comment des hommes ont pu survivre ici et faire souche. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et dans la baie de Woolaya, on va voir ce décor, donc, on verra également un petit musée qui est réservé donc au peuple premier. Et puis on pourra se balader dans la forêt magellanique où on verra des arbres, alors assez rabougris, hein, vous emballez pas, des petits arbres qui sont très caractéristiques en fait de cette région et de ces climats. Beaucoup de mousse, beaucoup de lichen également qui s'accrochent dès qu'il y a une anfractuosité. Et puis après la visite de la baie de Boulaya dans l'après-midi ou un peu plus tard dans la journée, nous irons finalement voir le mythique Cap Horn qui est l'extrémité ultime du continent sud-américain. Alors le Cap Horn, ça se trouve sur une île, l'île de Horn, qui est au large de l'Amérique du Sud. Et c'est un site tout à fait extraordinaire. Alors là, c'est un Graal pour tous les navigateurs parce que, évidemment, beaucoup de marins ont perdu la vie devant ce rocher pour essayer de le franchir, d'est en ouest ou d'ouest en est. Plutôt d'est en ouest, du reste, c'est comme ça que c'est le plus difficile. Alors, je vais peut-être remettre non, c'est pas grave. L'extrémité du continent sud-américain par le Cap Horn se trouve seulement à 600 kilomètres de l'extrémité nord de l'Antarctique. C'est-à-dire que le détroit qui sépare la pointe que vous avez sous les yeux de l'Antarctique dans notre dos, c'est 600 kilomètres. Et dans ce goulet s'engouffrent en fait toutes les dépressions qui ont couru sur l'océan Pacifique. Et donc on imagine très bien que les différences de marée, les différences de courant, les dépressions dont j'ai parlé occasionnent des tempêtes absolument
homérique à cet endroit. Et c'est la raison pour laquelle ce détroit, ce passage du Cap Horn est si compliqué à passer. Alors aujourd'hui, avec des bateaux à moteur, c'est beaucoup plus simple, mais à l'époque de la voile, il y a eu des milliers de marins qui ont laissé leur vie, qui ont péri en mer au large du Cap Horn pour essayer de passer d'un océan à l'autre. Alors voilà le Cap Horn vu de loin, le voilà vu de près, oui, c'est très très menaçant, hein. Ces rochers noirs comme une mâchoire de géant, ça fait vraiment très peur. Alors on le verra, le bateau va tourner autour. S'il fait beau, si la mer est trop agitée, on procédera différemment. Mais si elle n'est pas trop agitée, on pourra tourner autour. Et puis, comme l'île du Cap Horn a une forme de croissant, il y a un côté qui est occupé par cette espèce de gigantesque mâchoire que je viens de vous montrer. Et puis l'autre côté, plus aimable, plus plaisant, est occupé par l'endroit où se trouve le phare du Cap Horn. Et si on a de la chance, si on a beau temps, et si la marée est favorable également, notre commandant nous permettra de monter sur l'île du Cap Horn. Donc c'est vraiment comment dire, un privilège assez exceptionnel qu'on aura d'aller voir le Cap Horn de près et de monter dessus même pour aller voir le phare. Puis vous verrez également le monument, ces plaques de tôle découpées en forme d'albatros qui sont un musée finalement à tous les marins qui ont perdu la vie au pied du rocher en essayant de le franchir. Voilà, cet extraordinaire site du Cap Horn duquel vous pourrez prendre toute la mesure, soit en passant à côté, soit en montant dessus, tout simplement. Alors, la dernière nuit de navigation nous conduira à Ushuaia, qui est au bord du canal de Beagle dont j'ai parlé tout à l'heure, mais cette fois-ci en Argentine. Donc, c'est une ville un petit peu, c'est une grande ville relativement assez familière chez nous, parce que le nom Ushuaïa nous est familier, naturellement, à cause des émissions de télévision à succès, puis également à cause des bains moussants euh, qui portent ce nom. C'est une ville assez importante, c'est 58 000 habitants, c'est grand comme la ville de Lorient, par exemple, ou Saint-Quentin, ou Niort, en France. C'est une ville importante parce que c'est l'extrémité également de l'Amérique du Sud. Il n'y a pas plus loin. Plus loin, ça n'existe pas. C'est la ville du bout du monde. Et à ce titre, elle est visitée par énormément de routards, de voyageurs, d'explorateurs, de gens qui font des expéditions, qui ont traversé toute la route panaméricaine qui part de l'Alaska, qui longe toutes les côtes de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud pour arriver finalement à Ushuaia. Parce que plus loin, ça n'existe pas, il n'y a pas plus loin. On est vraiment au bout du monde. Donc il y a une ambiance très particulière en ville où on voit pas mal de routards, de sacs à dos, d'aventuriers modernes. C'est tout à fait sympathique. Bon, voilà la ville d'Ushuaïa. J'en ai pas parlé, mais j'aurais peut-être dû commencer par ça. Elle est dans un cirque de montagne tout à fait phénoménal, dans une baie en eau profonde. Donc le bateau est à quai et on peut découvrir la ville depuis le bateau. C'est une ville assez sympathique avec beaucoup de bistrots, comme j'ai de restaurants, de boutiques qui vendent du matériel d'excursion, d'aventure, de plein air, de sport, etc. Parce que oui, Ushuaia est aussi la porte d'entrée des parcs naturels argentins où on peut faire du trekking. Voilà. Et puis accessoirement, c'est également la porte d'entrée de l'Antarctique, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de ville en Antarctique. Et si on veut y aller, il faut se rendre à Ushuaia en avion et après prendre un bateau à Ushuaia. Donc c'est une sorte de ville carrefour, terminus d'abord pour les gens qui ont fait la panaméricaine, et puis carrefour si on veut se rendre en Antarctique. C'est d'Ushuaia que nous allons prendre un avion. Alors vous ne manquerez pas de vous faire photographier devant le panneau qui indique que vous êtes vraiment au bout du monde, Ushuaia, bout du monde. Et vous irez, c'est là qu'on va quitter le bateau pour regagner Buenos Aires, et où nous reprendrons notre avion pour rentrer à Paris. 3 heures de vol pour aller de Ushuaia à Buenos Aires qui nous attend. Alors, Buenos Aires, on ne va pas rentrer immédiatement, on va passer une nuit, une journée, enfin la fin de journée, la nuit et la journée du lendemain à Buenos Aires, l'occasion donc de visiter cette gigantesque capitale de l'Argentine. Là aussi, très dynamique, hein, c'est très latino, avec une ambiance très particulière. Il fait très chaud. Alors, c'est compliqué de faire sa valise quand on part en vacances en Patagonie, parce qu'il faut prendre des vêtements chauds quand on est dehors pour faire les balades sur les glaciers en Patagonie. Et puis quand on arrive par contre à Buenos Aires, il peut faire 25, ouais, 25 degrés. Donc il faut prendre des chemisettes plutôt. Bref, ça c'est un petit détail anecdotique. La ville, il fait très agréable, donc on est en plein été austral et tous les gens sont dehors. Il y a du monde dans les terrasses, dans les bistrots, partout. Vous verrez au cours de la visite de Buenos Aires
les principaux monuments, la Casa Rosada, la demeure du président de la République, la place de Mai, où tournaient les veuves et les femmes de disparus au cours de la dictature. Vous verrez également le parc de la Recoleta, le couvent de la Recoleta et le cimetière de la Recoleta, où est enterrée Evita Perón. Bref, vous verrez les principaux monuments de la ville qu'on a surnommé le Petit Paris de l'Amérique latine. Et quand on voit ce bâtiment qui a d'inspiration très parisienne, on comprend pourquoi. Donc vous verrez également le marché de San Telmo avec sa structure un peu à la Eiffel. Il y a à la fois de l'alimentation, mais des souvenirs de toutes sortes, des cafés, des bistrots qui sont installés dans un quartier qui est très animé, très vivant maintenant. Et puis vous irez ensuite dans le quartier de La Boca, où il y a énormément de danseurs de tango qui se produisent devant tout le monde, comme ici par exemple. Donc vous pourrez assister à ces démonstrations de tango dans ce quartier, où se trouve également un des stades de foot les plus importants de Buenos Aires, qui est le stade de Boca Juniors, de la Boca Juniors. Vous savez que les Argentins n'ont qu'une seule religion, c'est le football. Et du coup, les stades, les abords des stades sont vraiment des endroits tout à fait sacrés pour les Argentins. Donc voilà le quartier de la Boca. Et vous irez également en fin de journée. On a prévu, pour la fin de la première journée, on a prévu un dîner-spectacle dans un restaurant de tango, où vous aurez un spectacle de tango et vous pourrez surtout goûter la viande argentine. La viande de bœuf argentine est particulièrement renommée en Europe et vous pourrez y goûter donc au cours de ce dîner. Le lendemain, vous continuerez la visite de la ville de Buenos Aires vous pourrez y voir ce que vous n'aurez pas vu la veille. Et puis vous reprendrez votre avion en fin de journée, donc le lendemain seulement, le deuxième jour de Buenos Aires. Voilà, c'est sur cet aperçu de la capitale de l'Argentine que se termine cette croisière, la Patagonie des secrets de la Terre de Feu, du 4 au 11 mars 2027. J'espère beaucoup vous y retrouver. J'aurai le plaisir moi-même d'animer quelques conférences au cours de ce voyage. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. À très bientôt.